Bonjour à tous et bienvenue dans le duel de l'écho en compagnie cette semaine de Philippe Manière. Bonjour, président de Footprint Consultant et qui vient chaque semaine, chroniqueur à l'Express et à France Culture. Cette semaine, Bernard Maris a eu un empêchement de dernière minute, donc on va faire sans lui. Mais un duel tout seul. Un duel tout seul, ou en tout cas à deux et non pas à trois. Alors, compétitivité, Just Do It, c'est le titre de votre édito dans l'Express cette semaine. Il faut que François Hollande se lance véritablement dans une politique de l'offre. En tout cas, il a fait ce choix, c'est ce que vous dites. Et on va y revenir, puisque ça a un lien direct avec le chômage en France, en hausse pour le 21e mois consécutif. Il flirte avec le record de 1997, 3 169 000 demandeurs d'emploi. François Hollande s'est engagé à inverser la courbe avant la fin de l'année. Alors, va-t-il revenir sur sa promesse? Quelques réactions et on se retrouve ensuite. François Hollande avait pris 4 engagements. 4. Il allait baisser le déficit budgétaire, il allait baisser le chômage, il allait baisser les impôts, ou en tout cas ne plus les augmenter, et puis il allait retrouver la croissance. Sur ces 4 engagements, 9 mois après, c'est catastrophique. Le pire d'entre eux étant la combinaison de l'explosion du chômage et de l'explosion des impôts. C'est vrai qu'avec une croissance faible, 0,1%, l'année 2013 sera marquée par une progression du chômage. Je ne l'ai jamais caché aux Français. En revanche, si je reprends les prévisions de la Commission européenne, en 2014, nous serions, je parle au conditionnel, sur une reprise à l'échelle de l'Europe et avec une estimation qui pourrait être supérieure à 1%, 1,2% pour la France et même peut-être 1,4% pour la zone euro. À partir de là, nous pouvons commencer à créer de l'emploi. Les gouvernements, mais pas qu'en France et en Europe, ont sous-estimé l'impact de l'austérité sur la croissance. Du coup, les déficits publics se sont réduits moins vite que prévu. Et donc, les gouvernements ont renchéri dans la rigueur et dans l'austérité, ce qui fait qu'on est passé de la croissance en 2010-2011 à désormais une récession, un risque de récession, et donc un impact direct sur le chômage qu'on voit aujourd'hui atteindre des pics historiques. Bon, alors le chômage, la courbe se creuse. Clairement, François Hollande ne tiendra pas sa promesse, en tout cas en 2013. Il revient un petit peu dessus sans vraiment le dire. Vous savez, on a tous tendance, parce que c'est difficile de faire autrement, à prolonger la courbe. Alors là, tout le monde a bien acté que le chômage s'envolait, il s'envole. 21 mois de hausse, c'est très spectaculaire. Surtout, et on y reviendra sans doute, ce qui est important, c'est que la durée... Le chômage de longue durée augmente. Le chômage de longue durée augmente, la durée moyenne où on reste sans emploi augmente. Donc ça, c'est très mauvais signe pour la suite. Donc on se dit tous, c'est terrible, 21 mois, on prolonge. À un moment ou à un autre, ça s'arrêtera. Maintenant, bien malin qui peut dire si c'est en novembre 2013 ou en mars 2014. Très honnêtement, ça n'a pas beaucoup d'importance, sauf précisément pour François Hollande, qui a pris des engagements pour 2013. Mais je ne crois pas que ce soit l'essentiel. Un jour ou l'autre, ça s'infléchira, probablement, et même certainement. Est-ce que ce sera cette année? Probablement pas, pour des raisons qui tiennent, alors pour partie, à des politiques publiques qui sont certainement pas, à mon goût, les meilleures, mais en grande partie, soyons honnêtes, au fait que l'économie est très mauvaise dans le monde entier, et en particulier, elle n'est pas très bonne dans le monde entier, elle est très mauvaise pour l'Europe. Donc ça serait vraiment miraculeux que la France, même si elle mettait en œuvre les bonnes politiques publiques, ce qui encore une fois n'est pas mon sentiment, s'en tire et arrive à créer des emplois. Prévision de croissance de 0%, enfin 0,1% en 2013, donc effectivement ça ne va pas s'arranger. Il faudrait quoi? 1,5% de croissance en France pour qu'il y ait un inversement de la courbe du chômage? C'est une des rares bonnes nouvelles sur les 10-15 dernières années, c'est que le niveau requis de croissance pour qu'on crée à nouveau des emplois s'est un peu abaissé. C'est-à-dire qu'avant, on n'arrivait pas à créer des emplois en dessous de 2%. Maintenant, à 1,3, 1,4, 1,5%, ça semble on y arrive. Très loin du compte. Ça semble très loin du compte. Très honnêtement, c'est vous dire dans quel état délabrement sont nos économies. Parce que 1,5%, c'est pas un taux de croissance particulièrement désirable. C'est même assez minable. Mais on espère avoir enfin 1,5%. C'est pas impossible. C'est pas hors de portée de l'avoir, par exemple, en 2014. En 2013, naturellement, on sait maintenant que c'est fichu. Pour vous, ce n'est pas hors de portée, Philippe, alors 2014, que Bruxelles a l'air d'assombrir encore le tableau pour 2014. Taux de chômage 11% peut-être 2014 selon Bruxelles. Il est assez probable que le chômage va monter assez vite, moi je pense, en 2013, et que quelque part en 2014, il s'infléchira. Encore une fois, ça sera peut-être en décembre 2013. Si on a moins 3000 chômeurs en décembre 2013, ça ne va pas changer la face du monde. Et pourtant, François Hollande n'aura pas eu tort dans son engagement politique d'inflexion. Mais ça n'a aucune importance. Vous pensez qu'il devait avoir cet engagement politique de dire... Je ne suis pas sûr qu'il aurait dû prendre cet engagement. Je pense en revanche que quand il l'a pris, c'était ambitieux, mais pas déraisonnable. Depuis, il faut être honnête, on a eu une très forte dégradation des conditions de l'expérience. Aujourd'hui, autour de nous, on a des pays qui vont très mal. La France ne va pas très bien. Ça n'est pas anormal. Et faire grief à François Hollande d'avoir pris cet engagement à la légère, c'est oublier qu'au moment où il l'a pris,
ça n'était pas si fou que ça paraît aujourd'hui. C'est toujours facile de dire rétrospectivement, il n'aurait pas dû faire ça. Alors Jean-Louis Borloo, président de l'UDI, dit qu'il faudrait un plan urgent, massif et immédiat pour l'emploi. Est-ce qu'il faut effectivement un plan pour l'emploi? Alors on sait qu'il va y avoir des emplois d'avenir, mais Jean-Marc Ayrault table sur 8000 créations d'emplois cette année par les emplois d'avenir, donc c'est quand même très en dessous de ce dont on a besoin. Le contrat de génération n'est pas encore mis sur les rails. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ces politiques publiques ? Et quant au contrat, au grand accord interprofessionnel dont on nous a tant parlé, il sera peut-être transposé en droit positif d'ici à l'été, il rentrera en vigueur à la rentrée, donc c'est pas lui qui va nous sauver la mise. La vérité fondamentale, c'est que créer des emplois sans obtenir un niveau de croissance de moyen et long terme plus élevé, c'est impossible. Donc quand on nous dit on va régler le problème du chômage, que ce soit la gauche qui est au pouvoir qui dit qu'elle s'en occupe, ou que ce soit Borloo qui nous explique qu'avec un coup de baguette magique on pourrait le faire, ce sont des billevesées. La vérité, les emplois aidés, c'est une béquille, c'est un cautère. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, encore que ça se discute, mais c'est pas avec ça qu'on va s'en sortir. Ou bien sinon, il faut ouvrir des chantiers nationaux et embaucher immédiatement tous les chômeurs. Ça n'a aucun sens. Si on veut créer de l'emploi, il faut avoir de la croissance. Pour avoir de la croissance, il faut avoir de la productivité. Pour avoir de la productivité, il faut réunir les conditions de la productivité. Donc vous dites politique de l'offre, c'est ce que vous défendez. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que depuis un an, on a vu quand même évoluer François Hollande, qui était probablement moins aliéné au vieux catéchisme socialiste de la demande que la moyenne, mais enfin qui était quand même arrivé avec un code génétique de socialiste qui pense que la consommation va nous sauver. En tout cas, il y a un débat, effectivement, avec au sein de sa majorité. Avec le temps, il a imposé quand même des termes du débat qui sont plus les mêmes. C'est-à-dire, clairement, aujourd'hui, je crois que les Français ont compris qu'il fallait que la France soit attractive et productive, que c'était comme ça qu'on allait créer de l'emploi. Alors le problème, c'est que sa solution, c'est le crédit impôt compétitivité. Oui. Ça fait partie donc, de sa politique de l'offre, c'est 20 milliards qui devraient justement 20 milliards après 30 milliards de prélèvements. Donc, être livrés aux entreprises. Mais alors vous y croyez à ce crédit d'impôt compétitivité? Et puis il y a la Banque publique d'investissement qui est en train de se mettre en place. Ça ne peut pas faire de mal, mais ça ne sert pas à grand-chose. Le sujet, ça n'est pas ça. Le sujet, c'est qu'il faut qu'en France, les salariés, les employeurs, tout le monde ait envie de créer. Or, ce qu'on a vu depuis 20 ans, et encore une fois, on ne peut pas en faire grief spécifiquement à ce gouvernement, c'est que l'envie de créer commence à affaiblir. Les créations d'entreprises sont toujours là, mais ce sont des entreprises qui ne se développent pas beaucoup. Les investissements étrangers, ce sont des rachats d'ETI françaises, ce ne sont pas des créations d'usines ou très marginalement. Donc vous pensez que ce crédit d'impôt compétitivité encouragerait à la création ou pas? C'est ça le... Ça ne peut pas faire de mal, et encore une fois, ça corrige en grande partie, pas complètement, les folies précédentes, puisqu'il ne faut quand même pas oublier que dans les 3 premiers mois, on a assommé la France à grands coups de massue fiscale. Donc ça ne peut pas faire de mal, ce crédit impôt. Le sujet, c'est pas ça. Pour vous parler de réformes administratives. Des réformes, c'est effectivement alléger le poids de la ponction, enfin la valeur de la ponction de la machine administrative et de la machine sociale au sens large sur l'économie marchande. Et ce qu'il faut, c'est faire que, et là encore une fois, on a fait ça en pointillé et seulement à moitié, faire que recruter soit désirable pour un employeur. Les employeurs adorent recruter parce que ça fait plaisir à un salarié, mais ils ne le font que si c'est dans leur intérêt. Pas forcément baisser le coût du travail, baisser les contraintes qui s'attachent au travail. Encore une fois, on ne va pas passer la journée là-dessus, mais il y a 24 contrats de travail en France. Il y en a un au Royaume-Uni. Le Code du travail en France fait 3200 pages. Il fait une 50aine de pages en Suisse. Je ne suis pas sûr qu'il faille absolument avoir un Code du travail de 3200 pages pour que les salariés soient protégés dans ce pays. Donc, en revanche, un Code du travail de 3200 pages, ça fait que le patron va s'occuper de remplir les contrats et de rester dans les clous de la loi au lieu d'aller chercher des clients. Ça fait qu'une grande partie de ces dépenses vont être dispensées au bénéfice d'avocats d'affaires ou d'optimisateurs. Il y a tout un tas d'intermédiaires qui fleurissent dans ce pays, tant mieux pour eux, mais c'est pas ça qui crée de la richesse fondamentalement. Et donc le problème, c'est ça. Le problème, c'est qu'il faut qu'on ne détourne pas la richesse créée dans ce pays au profit de gens qui cherchent simplement à vous aider à optimiser les conditions. Donc simplification administrative. Manifestement, François Hollande a pour l'instant renoncé au contrat unique. Ça faisait partie quand même de son programme. C'est, je crois, la grande déception de l'automne. Pardon, parce que moi, franchement, qu'il ait pris des engagements. Vous vous souvenez que le jour où il a pris l'engagement de faire diminuer le chômage en 2013, il avait également dit qu'il attendait beaucoup de la négociation interprofessionnelle. Et moi, je me suis dit, si finalement... Qui a été un succès tout de même. Qui a été un succès... Qui n'est pas transposé encore. Mais qui est un succès, j'allais dire, surtout pour les grandes entreprises et qui ne change pas radicalement les conditions, encore une fois, de la compétitivité en France. Il fallait aller beaucoup plus loin. Ce qu'on aurait pu espérer, c'est, par exemple, fusion CDD-CDI, disparition du CDD qui met les salariés en état de précarité et d'incertitude, mais symétriquement, allègement considérable des conditions des contrats à durée indéterminée. On est dans une folie. Il y a autant de conventions collectives aujourd'hui qu'il y a de branches multipliées par le nombre de départements français. On est dans un n'importe quoi absolu. C'est ça à quoi il faut s'attaquer. Alors l'autre difficulté qui n'arrange pas les affaires des Français, ni celle du gouvernement, c'est le budget. Un déficit budgétaire qui devrait atteindre 3,6%
2% du PIB, donc un dérapage, puisque l'objectif c'était 3% du PIB. Et ça, c'est lié bien sûr au fait que la croissance ne sera pas de 0,7%, mais de 0,1% en 2013. Du coup, Jérôme Cahuzac, eh bien, le ministre délégué du budget, a réagi. Écoutez-le, et puis on se retrouve ensuite. En 2013, c'est pour près de 5 à 6 milliards d'euros d'impôts qui ont été levés et qui ne le seront pas en 2014, car ces impôts ne pouvaient l'être qu'une seule année. Et donc, si nous ne faisons rien de plus en matière de fiscalité, l'année prochaine, il y aurait 5 à 6 milliards d'euros d'impôts de moins. Il y aurait 5 à 6 milliards d'impôts de moins. L'année prochaine, 2014, ça veut dire qu'il manque une recette de 5-6 milliards. Ça veut dire qu'on va augmenter encore les impôts en 2014, à votre avis? C'est ce qu'il nous annonce à mot à peine couvert, il faut bien le dire, ce qui est évidemment catastrophique. S'il y a un pays qui n'a pas besoin d'augmenter les impôts compte tenu qu'ils sont déjà extrêmement élevés, c'est bien la France. D'ailleurs, tout le monde, maintenant même Moscovici, tout le monde dit qu'on est arrivé à la limite de ce qui était possible en termes de prélèvements obligatoires. Pour être très honnête, je ne suis pas certain de comprendre l'analyse de Cahuzac, moi. 5 ou 6 milliards d'impôts qui ont pu être levés l'an dernier et qui n'ont pas pu l'être cette année, je ne suis pas sûr de comprendre. C'est le manque à gagner, en fait. Il y a l'annulation par le Conseil constitutionnel d'un certain nombre de mesures qui, Dieu soit loué, ont été annulées parce qu'elles étaient franchement problématiques sur le plan du droit. Les 75%, mais par exemple la rétroactivité d'un certain nombre de mesures. Heureusement que le Conseil constitutionnel n'est pas rentré dans cette combine, mais évidemment, c'était inscrit au budget, c'est de l'argent qui ne va pas rentrer. Mais ça, c'est 500, 700, 800 millions selon les estimations. Ce n'est pas 6 milliards. Il y a quelques taxes sur les entreprises qui étaient effectivement one shot, comme on dit en français, c'est-à-dire qui ne valaient que pour l'année dernière. Mais je n'arrive pas à comprendre comment on arrive à 5 ou 6 milliards de manque à gagner sur la seule base de cette explication. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, moi, dans cette équation. Et pour les trouver, ça voudrait quoi? Taper dans la dépense, d'après vous? Alors, on va revenir sur la dépense sociale, l'indemnité chômage. Le point d'indice de la fonction publique a été gelé, donc aller plus loin. Oui, le point d'indice a été gelé, mais comme vous savez, il y a ce qu'on appelle le GVT en langage administratif, c'est-à-dire que c'est très curieux, les fonctionnaires. C'est-à-dire que même quand ils ne sont pas augmentés, ils sont augmentés. Alors, il ne faut pas se moquer pour se moquer, mais comme vous savez, il y a le point d'indice qui peut augmenter plus ou moins pour tout le monde, mais par ailleurs, il y a le glissement vieillesse-technicité qui fait que les gens automatiquement sont payés plus quand ils passent à un échelon suivant avec plus d'ancienneté, etc. Donc on n'a pas bloqué complètement la rémunération des fonctionnaires, mais on a bloqué le point d'indice, ce qui est déjà pas mal. C'est d'ailleurs Sarkozy qui l'avait fait. Heureusement, François Hollande a prolongé cette mesure et probablement qu'elle durera jusqu'à la fin du quinquennat, ce qui est une très bonne chose. Mais il faut probablement aller plus loin en bloquant, je pense, l'essentiel des dépenses sociales, en refusant de les revaloriser. À mon avis, ce serait très bien de faire la même chose sur les retraites. On n'ose pas porter le fer dans ce pays, on n'ose pas faire des réformes de structure. Il faudra les faire un jour, mais en attendant, voilà, tant qu'on n'admet pas le fait qu'il faudra un peu de sang et un peu de larmes, pas forcément beaucoup, mais un peu, eh bien tout ce qu'on peut faire de mieux, c'est plafonner la dépense en comptant sur l'inflation et sur le temps pour qu'elle s'érode en tant qu'elle pèse sur la sphère marchande. Et donc moi je crois qu'une des pistes pour le gouvernement, c'est ça, c'est de bloquer absolument toute revalorisation de toute allocation, de tout transfert. Déjà, on gagnerait en 4 ou 5 ans 8-10%. Ce serait déjà beaucoup. Ça n'est pas l'alpha et l'oméga, il faut aller plus loin, il faut tailler dans la dépense en supprimant un certain nombre de choses, mais déjà ce serait un bon début. Quant aux impôts, il faudrait peut-être les augmenter pour faire plaisir à M. Cahuzac et à l'Union européenne, mais je pense que si on augmente encore les impôts dans ce pays, alors il ne faudra pas s'étonner de les voir baisser de voir baisser les rentrées d'impôts les années suivantes, parce que moi je connais personnellement déjà des dizaines de personnes qui sont parties les payer à Sa Majesté britannique ou au roi des Belges leurs impôts. Donc il faut faire attention, il y a quand même une limite à tout ça. Il y a une limite. Merci Philippe Manière, merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.